Septième cercle. Fantôme qui marche. Macao. Temporalité. C'était une matinée suffocante, avec le soleil rendu pâle par l'humidité. Cela annonçait des trombes de pluie tropicale. Le long du vieux port, il y avait une file de calèches. Je montais dans la première. Le voiturier était un Chinois aux moustaches pendantes, avec un petit chapeau de côté. Il portait une redingote crasseuse et transpirait. Il me regarda avec soupçon, peut-être parce que je portais une chemise blanche tombant sur les hanches et des sandales de cuir. Il me dit quelque chose que je ne compris pas. Ça devait être en cantonais. « Écoute, l'ami, lui dis-je en portugais. Emmène-moi chez le poète qui s'habille en blanc. Il habite à Boa Vista. »« Moi, pas le connaître, » répondit-il en un portugais laborieux. Je m'assis sur le siège et précisai. « Le poète avec la longue barbe. »« Moi, pas connaître, » répondit-il d'un air désolé. « Il habite sur le bord de la mer de Boa Vista, » répétai-je. « C'est un poète, un monsieur qui s'habille toujours en blanc. »« Moi, pas le connaître, » dit-il d'un air encore plus désolé. « Écoute, vieux Chinois, » dis-je en scandant les mots. « Tout le monde connaît ce poète à Macao. Vous n'êtes pas si nombreux. On pourrait vous compter sur les doigts d'une main. C'est un Européen barbu qui vit avec une femme chinoise. Il est toujours habillé de blanc. Les Chinois l'appellent le fantôme qui marche. »« Ah !» répondit-il avec un grand sourire. « Le fantôme qui marche, bien sûr. Avenida da Boa Vista. Nous, en cantonais, on l'appelle d'une autre façon, mais je suis sûr que c'est lui. Je sais où vous conduire. Vous pouvez avoir confiance. » C'était un cottage de bois sur l'avenida du front de mer. Sur le portique, il y avait une natte de jonc. 3 marches conduisaient à la porte fermée par une persienne. Je frappai. Personne ne répondit et je frappai une nouvelle fois. J'attendis avec calme et espoir. Après quelques minutes, la porte s'entr'ouvrit sur une Chinoise d'une trentaine d'années. Elle était belle et agile. Elle portait une chemise bleue brodée qui descendait à mi-jambe. Elle avait les cheveux recueillis en chignon et des yeux bistres. « Bonjour, dis-je. Je voudrais voir monsieur le poète. Je lui ai envoyé un petit mot pour m'annoncer. J'espère qu'il pourra me recevoir. »« Vous êtes qui ?» me demanda la Chinoise. « Je m'appelle Slovaski, dis-je, mais vous pouvez annoncer Vaclav. Moi aussi je m'y connais en poésie. » La Chinoise ouvrit la persienne et me fit entrer. Je me trouvais dans un séjour décoré de meubles de bambou. Le sol était en bois, les parois tapissées de cannes. « Monsieur le poète est en train de se reposer, » dit la Chinoise. « Il a pris de l'opium. »« Bon, dis-je. Alors je voudrais parler avec sa femme. » La Chinoise me fit m'installer sur un divan. « Je suis sa femme, dit-elle, mais je ne suis pas sa femme. Je suis sa concubine. Je m'appelle Nganyen, ce qui pour vous signifie aigle d'argent. Puis-je vous servir une liqueur à la mandarine ?» J'acceptai la liqueur à la mandarine. Aigle d'argent était svelte et silencieuse. Elle m'offrit cette liqueur que je connaissais déjà, dense et douceâtre, puis elle tapa dans ses mains. Apparut alors un serviteur chinois qui portait une sorte de combinaison et des chaussures en étoffe. « Fais du vent au monsieur, » lui ordonna Aigle d'argent. « Il a chaud. » Le serviteur chinois se mit à actionner un soufflet qui faisait bouger un grand éventail de lin pendu au plafond. Un peu d'air arriva et je me sentis mieux. « Madame Gagnen, dis-je, je vais devoir attendre longtemps ?» Elle fit un signe que je ne déchiffrai pas. « Je vais le réveiller, dit-elle. Monsieur le poète, mon mari, doit avoir épuisé le temps de l'opium. Quand j'ouvrirai la porte, vous pourrez entrer dans sa chambre. » La Chinoise ouvrit la porte, une persienne de bambou. J'entrai timidement et vis un homme étendu sur le lit et couvert d'un drap blanc. Il avait une longue barbe sombre, un visage émacié et gardait les yeux à moitié fermés. « À quoi dois-je le plaisir de cette visite ?» susurra-t-il. « Je ne le sais pas moi-même, » balbutiai-je. « On m'a dit que dans le rêve que nous traversons tous les deux, vous alliez peut-être pouvoir me donner des indications sur une personne que, malheureusement, vous ne connaissez pas. Mais vous, avec vos intuitions astrales, vous pourrez peut-être me dire où la trouver. » Il émit un faible soupir et tapa dans ses mains. Le serviteur chinois accourut, et le poète lui fit un signe. Le serviteur se mit à actionner les pédales d'un dispositif avec une toile qui servait de ventilateur.
Mais d'où venez-vous me demanda le poète. Je le regardai, on aurait dit le Christ mort. Il avait un visage creusé et des orbites profondes. D'une infinité de temps, répondis-je, une infinité de temps qui nous dépasse tous les deux. Vous qui vivez dans cette heure-ci, et moi qui ai vécu dans mon alors. Vous qui écrivez des vers, et moi qui en ai écrit. Pas beaux comme les vôtres, soyons clairs, plus modestes, sans toutes ces tragédies personnelles que vous avez mises dans votre poésie. Je n'ai pas mis dans ces vers ma tragédie personnelle, marmonna-t-il. C'est l'histoire de ma génération. C'est une époque transformée en poésie. Bien sûr, dis-je, mais vous n'avez jamais assumé vos responsabilités, parce que vous vivez au bout du monde. Vous envoyez vos messages poétiques à l'Europe depuis cette province reculée. Pourquoi vous faites ça ? Le poète se leva. Il était nu, squelettique. Il se couvrit d'un drap comme s'il était un sénateur romain et s'exclama. « Qui a sali ? Qui a arraché mes draps de lin où je vais mourir ? Mes chastes draps ?» Il enroula le drap autour de lui jusqu'au cou, avança vers le milieu de la pièce et continua. « Ce petit jardin qui était le mien, qui en a arraché les grands tournesols ? Qui les a jetés dans la rue ? » Je le regardais. On aurait dit un épouvantail. Il me vint en tête une photographie impressionnante de la Seconde Guerre mondiale, et je lui dis « Maître, vous me faites penser à un rescapé, à un prisonnier. C'est une chose qui ne vous dit peut-être rien, mais peu importe. » « Je ne sais pas de quoi vous me parlez, » répondit-il. « Je ne sais rien de rien, ni du passé, ni du futur. Ma poésie parle de l'immanence éternelle. » Il agita une petite cloche et sa concubine entra. « Fais-nous apporter 2 pipes, dit-il, nous en avons besoin. » « Et maintenant, continua-t-il, dites-moi ce que vous voulez de moi. Mais auparavant, réfléchissez bien et dégustez l'opium. » Le serviteur entra avec 2 pipes. Il alluma les fourneaux, contrôla l'eau, plaça la potion. Je commençai à déguster cette potion, avec la peur que les sens ne viennent à me manquer. Je dis « Je cherche Isabelle. Peut-être savez-vous où je puis obtenir des nouvelles d'Isabelle ? Je suis en train de faire des cercles concentriques, comme les cercles concentriques qui, en ce moment, se resserrent autour de mon cerveau. » Le fantôme qui marche tira une longue bouffée de sa pipe. « Isabelle, dit-il. Peut-être y a-t-il une Isabelle dans ma poésie, ou dans mes pensées, ce qui revient au même. Mais si elle est dans ma poésie et dans mes pensées, c'est une ombre qui appartient à la littérature. Pourquoi voulez-vous chercher une ombre qui appartient à la littérature ? » Peut-être pour la rendre réelle, répondis-je faiblement, pour donner un sens à sa vie et à mon repos. Il se leva de sa couche, mit de nouveau le drap sur ses épaules, tira une autre bouffée d'opium et dit « Écoute, ami de l'âme, nous avons traversé le temps. La poésie fait cela et bien d'autres choses encore, et l'opium aussi. Je peux seulement inventer des vers sur les montagnes par exemple, que je n'ai jamais connus. Mais comme ça m'aurait plu de les connaître au temps de Coimbra. C'est à sa façon une indication. Mais ensuite, il vous incombera de trouver le lieu et les personnes. Si vous êtes en train de faire des cercles concentriques, ces cercles dépendent de votre créativité et de votre imagination. Les vers que j'ai dans le cœur, je ne les ai jamais écrits, et peut-être ne les écrirai-je jamais. Mais si vous voulez, je peux les inventer à cet instant. » Il se tut et respira profondément. Puis il ferma les yeux et sembla s'endormir. Quelques minutes passèrent, et je me sentais très embarrassé. Je me levai, tout sautait, puis je retournai m'asseoir. « Maître, dis-je à voix basse, maître, écoutez-moi. » Il ne donnait pas signe de vie. Il gardait les yeux fermés, et sa maigre poitrine ne se soulevait plus, comme s'il ne respirait pas. « Maître, implorai-je, les vers. » Et alors, il se leva à l'improviste, dans sa nudité squelettique, mit le drap sur ses épaules, bondit au milieu de la pièce, et avec des yeux possédés, comme si la mort le visitait, il déclama ces quelques mots. « Quand les meurtrières du château fort en ruine se dresseront-elles encore ? Et y aura-t-il des cris et des étendards dans la froide brise matutinale ?» Il fit une petite pause et continua à voix basse.
Tu dois juste trouver ce château. Comme dans les contes de fées, commentai-je. Pardon, maître, mais les montagnes sont pleines de châteaux. Il regardait devant lui en fixant le vide. Tu dois chercher dans la patrie de Guillaume Tell, murmura-t-il, et il se tut à nouveau. Il me sembla que la situation était arrivée à son terme. Ses yeux sortaient des orbites, il fixait quelque chose devant lui avec une expression terrible. J'aurais voulu lui demander autre chose, mais je n'osais pas et gardais le silence. Alors le fantôme qui marche dit avec une voix qui semblait sortir de la tombe. Tu trouveras là un homme qui n'attend pas ta visite. C'est un grand saint, et il vient d'Inde. Je ne réussis pas à lire son nom, mais tu pourras le deviner si tu fouilles dans les souvenirs de ta vie. Le château est un lieu de méditation. Il est dédié à un écrivain allemand qui a beaucoup aimé mon Orient. Il ouvrit à nouveau le drap en montrant ses côtes d'une maigreur impressionnante, s'appuya sur une commode chinoise et dit « Je mourrai demain matin à l'aube. Vous êtes arrivé juste à temps, monsieur Vaclav. » Il agita la petite cloche d'argent et sa concubine apparut aussitôt. « Nga Nien, chuchota-t-il. Raccompagne ce monsieur à la porte. » Il s'étendit sur la couche et rentra dans son délire. Je suivis la chinoise jusqu'à la porte. Elle ferma soigneusement les nattes derrière elle, me fit une référence, marmonna des paroles incompréhensibles en cantonais, puis dit en portugais. « Bon voyage. »« Merci, répondis-je. Le voiturier m'attendait devant la porte. Je montai et lui dis de me conduire au vieux port.